Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Gaël Giraud. Une bonne partie d'entre nous n'arrive pas à croire ce que nous savons. Gaël Giraud est un homme singulier qui n'entre pas dans les cases. Chef économiste de l'Agence française du développement et directeur de recherche au CNRS, il est également prêtre jésuite. Ce schéma-là, cette bancarisation des élites économiques et sociales, c'est un fantasme qui habite une partie de l'Occident et qui légitime, je crois, l'inaction pour une partie de ces gens-là. Son parcours l'a conduit à travailler pour les marchés financiers à New York avant de devenir membre de la Compagnie de Jésus en 2004. Il a également fondé le centre d'accueil d'enfants de la rue de Balimba au Tchad, où il a passé 2 années qui l'ont sensibilisé aux problématiques du climat et de l'énergie. Sa parole juste et lucide tranche avec le discours ambiant et explore une véritable éthique de l'économie. L'une des raisons pour lesquelles nous arrivons à raconter autant de bêtises, nous les économistes, c'est parce que nous avons des modèles qui n'ont pas grand-chose à voir avec le monde réel, dans lesquels il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière, il n'y a que des dollars. Nous avons parlé de l'influence de ces différentes casquettes, de ce que signifie concrètement une planète à plus 3 degrés et de facteurs qui peuvent expliquer l'inaction et le déni. Nous avons aussi discuté de démographie et du rôle des femmes dans la transition et dans la conversion de notre rapport à la nature, de l'absurdité des modèles économiques néoclassiques et du besoin de revaloriser la dépense publique. Pour soutenir Présage, le mieux est de partager les épisodes s'ils vous ont plu, de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours assez singulier. Vous êtes normalien, vous êtes docteur en mathématiques appliquées, vous êtes spécialiste de la théorie des jeux aussi. Vous êtes depuis 3 ans chef économiste de l'Agence française du développement. Vous avez travaillé aussi auparavant sur les marchés financiers et vous êtes prêtre jésuite. Je voulais d'abord savoir, vous faites en fait un pont entre 2 univers qui paraissent a priori opposés et presque inconciliables, entre la spiritualité et la rationalité, entre la finance et le vœu de pauvreté. Comment est-ce que vos différentes casquettes s'influencent les unes les autres et est-ce que vous faites de l'économie en tant que catholique ? Alors, c'est une énorme question. Oui. J'ai 3 jours pour y répondre. Alors, et en fait, il y a plusieurs aspects dans votre question. Le premier, c'est le lien spiritualité-rationalité, pour reprendre vos mots. Alors là, je crois que c'est relativement facile de vous répondre parce qu'en fait, de mon point de vue, c'est un faux problème. Au sens où il n'y a pas d'un côté la rationalité, disons, issue des Lumières, éclairée, et de l'autre, l'obscurantisme de la foi. En vérité, le fait même que vous vous leviez le matin, que vous mettiez debout et que vous vous disiez ça a du sens que je me mette debout et que je travaille et que je sois vivant ou vivante, là, il y a un acte de foi. En fait, il y a un crédit élémentaire dans la vie que vous faites qui dit ça vaut le coup de se lever et d'être vivant, donc la vie a de l'intérêt, a du sens pour moi. Ça, en fait, est un acte de foi parce que nous n'en savons rien, ni vous ni moi. Et ça, c'est antérieur, c'est en amont, si vous voulez, de toute activité scientifique ou non scientifique. Donc, de mon point de vue, les scientifiques, comme les autres, en fait, ils ne vivent, ils n'agissent, ils ne travaillent, ils ne dépensent leur énergie que parce qu'ils ont fait, ils refont chaque jour un acte de foi fondamental qui est « cette vie-là vaut la peine d'être vécue ». Vous voyez ? Donc, il y a aucune contradiction. Voilà. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, vous avez dit la vie sur les marchés financiers et puis le vœu de pauvreté. Alors là, c'est vrai qu'il y a un vrai... là, il y a une vraie opposition. Et d'ailleurs, en fait, moi, je n'ai jamais été trader sur les marchés financiers. J'ai fait des maths pour les traders. Donc, j'étais consultant scientifique. Et lorsqu'on m'a proposé un poste de trader, j'ai refusé pour devenir jésuite. Donc là, il y a un vrai choix de vie à faire. Et c'est sûr que ceux qui sont aujourd'hui traders, et mon frère, par exemple, a été trader, il faut qu'ils s'interrogent, s'ils sont chrétiens, sur la compatibilité entre leur action, leur métier et leur orientation religieuse, spirituelle. Je crois que c'est compliqué aujourd'hui d'être à la fois trader et chrétien. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça n'est possible que si on se pose des questions de fond
qui probablement à terme conduisent à changer de métier. Du coup, alors on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de l'Anthropocène pour définir cette nouvelle ère qui serait caractérisée par l'influence massive de l'homme sur le milieu terrestre. Est-ce que vous pourriez rappeler quelle est l'imminence des dangers liés au réchauffement et au dérèglement et à l'effondrement de la biodiversité aussi? Alors, quelle est l'imminence? En fait, personne n'en sait rien parce que ça dépend un tout petit peu de la réaction de l'humanité. Nous, ce que je peux dire de manière un peu sûre, c'est que nous avons procédé à des travaux à l'Agence française de développement et dans la chaire Énergie et Prospérité, que j'ai fondée et dont je suis le directeur, en tant que directeur de recherche au CNRS, qui essaye de marier à la fois la trajectoire macroéconomique de l'économie mondiale, d'un côté, et le réchauffement climatique. Ce que ces travaux montrent, suggèrent en tout cas, c'est que le scénario ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire le scénario où nous ne mettrions pas en place une taxe carbone, où nous ne ferions aucun effort supplémentaire à ceux que nous avons déjà fournis, qui sont bien maigres du côté de la transition vers les énergies renouvelables, etc. Ce scénario-là, où nous conduit-il? Et les travaux qu'on a menés suggèrent que ce scénario-là nous conduit vers des catastrophes d'ampleur planétaire. Alors là-dessus, il faut dire tout de suite que ces catastrophes ont déjà eu lieu. Bon, un exemple relativement méconnu du grand public, c'est ce qui s'est passé en 1890. On sait ça aujourd'hui grâce au travail d'un historien, un Américain, Mike Davis, dont le bouquin a été traduit en français, qui s'appelle « Génocides tropicaux ». Et ce que montre Mike Davis, c'est que en 1890, il y a eu un effet El Niño massif qui a affecté à la fois le Brésil, l'Afrique, l'Inde et la Chine, et dont les conséquences, donc des inondations, des sécheresses, etc., ont été complètement négligées par les administrations coloniales de l'époque, qui ont traité ça par-dessus la jambe. Le résultat, ça a été 50 millions de morts en moins de 2 ans. Donc c'est phénoménal. On devrait enseigner ça dans tous les livres d'histoire des collèges, parce que c'est au moins aussi important que la Première Guerre mondiale, en vérité. Ça explique très très largement la raison du retard, avec 3 guillemets, des pays du Sud par rapport aux pays européens, aux pays du Nord. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'à la fois les administrations occidentales ont été capables de laisser faire ça, et dans le même temps, de l'effacer de notre mémoire, puisque personne n'en a jamais entendu parler. Voilà. Et ce que je crains, moi, c'est que nous rééditions ce type d'exploit morbide. C'est-à-dire que les élites du Nord arrivent à se protéger des menaces environnementales qui sont devant nous, provoquent des catastrophes et des espèces de génocides analogues à celui de 1890, et ne tiennent même pas compte de la réalité de ceci. Alors, ça a déjà commencé d'une certaine manière. Vous voyez, le Yémen, par exemple, aujourd'hui est un pays qui est en voie de destruction totale, qui aujourd'hui, en Occident, en est vraiment conscient. La corne est de l'Afrique est en train de s'effondrer, aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où nous parlons, qui aujourd'hui, en Occident, en tient vraiment compte. Le Sahel va malheureusement probablement suivre une trajectoire analogue, hein, avec des problèmes massifs d'approvisionnement en eau qui sont déjà très très aigus aujourd'hui. Et donc, ce que montrent nos travaux, c'est que malheureusement, ce type de perspective ne pourra pas être évité si on ne fait rien. Alors, ce qui montre aussi, c'est qu'on peut éviter ce genre de catastrophe d'ampleur continentale, mais ça suppose des investissements massifs du côté du secteur public, un changement massif d'orientation de nos économies vers des économies décarbonées, et un changement de mode de consommation et de production radicaux. Mais voilà, on voit qu'on est quand même très loin à différents niveaux de catastrophes, et l'effondrement qui était prédit, c'est pas le bon mot, mais par le rapport Meadows en 72, il semble difficile à éviter vu que de toute façon, clairement rien ne se passe là. On parle de beaucoup de transition, etc. Les émissions continuent à augmenter. Oui. Qu'est-ce que vous voyez advenir, vous? Oui, alors le rapport Meadows, en fait, qui est un rapport absolument fondamental et que vous avez raison de citer, ne prenait pas en compte le dérèglement climatique. Hein, parce qu'à l'époque, l'équipe Meadows au MIT n'avait pas les informations dont nous disposons aujourd'hui. Il parlait de pollution. Alors voilà, il parlait de pollution, de saturation des puits d'absorption de notre pollution et de raréfaction des ressources naturelles que nous puisons. Meadows avait dressé 10 scénarios pour la planète. Il y en a 2 qui conduisaient à un effondrement d'ampleur planétaire, l'un dans la prochaine décennie, 2020, le second dans la décennie 2050-2060. Il y a un physicien australien que vous connaissez sûrement, Graham Turner, qui a fait ce qu'on appelle du backtesting sur les trajectoires de Meadows et qui a montré que sur les 10 scénarios, il y en a 2
qui collent à peu près avec les trajectoires effectivement suivies par la planète. Vous le savez, ce sont les deux premiers scénarios, les deux qui nous conduisent vers des effondrements. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une réalité de la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles qui sont devant nous. Avec un géophysicien, Olivier Vidal, j'ai contribué à regarder un petit peu la question du pic d'extraction du cuivre, qui est un métal absolument fondamental pour ses usages industriels, pour lesquels aujourd'hui nous avons très peu de substituts, et qui est encore plus nécessaire pour les infrastructures liées aux énergies renouvelables que pour les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Donc dans les années qui viennent, on va avoir besoin d'encore plus de cuivre que ça n'est le cas aujourd'hui. Et ce qu'on a montré avec Olivier, enfin c'est surtout Olivier qui l'a montré, c'est que le pic d'extraction du cuivre pourrait intervenir avant 2060 au niveau mondial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre le lendemain, mais ça veut dire qu'on ne sera plus capable d'augmenter la quantité de cuivre disponible. Donc ce type de résultat-là tend à confirmer le versant noir des prédictions ou de la prospective, disons, de 2012. À ceci, il faut ajouter la question du pic du pétrole non conventionnel. Vous savez qu'au niveau mondial, on a déjà atteint le pic du pétrole conventionnel en 2005. La question qui est posée aujourd'hui, c'est pour quand est le pic non conventionnel? Il y a en gros deux écoles. Celle qui vous dit c'est dans la décennie 2020, celle qui vous dit c'est dans la décennie 2060, ce qui correspond aux deux scénarios de Meadows en fait. Et peut-être vous avez repéré que quelqu'un comme Monsieur Pouyanné, qui est le PDG de Total, a réitéré l'affirmation qui avait été celle de son prédécesseur, Christophe de Margerie, dans le journal Le Monde, dans sa dernière interview, où il dit voilà, à mots couverts, il explique que le pic d'extraction du pétrole non conventionnel, c'est pour la décennie 2020. Ce qui veut dire que si d'ici là, nous n'avons pas réduit considérablement notre extraordinaire dépendance au pétrole, en particulier pour ce qui est de la mobilité, alors on va avoir d'énormes problèmes, au moins pour avoir de la croissance. Et si on n'a plus de croissance, donc ça veut dire qu'on va expérimenter quelque chose de l'ordre d'une décroissance forcée, contrainte, et ça peut générer des catastrophes. Et par rapport aux accords de Paris, si tout le monde fait ce qu'il a promis qu'il ferait, on se dirigerait tout de même vers un scénario plus 3 ou 3,5 degrés en plus à la fin du siècle. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on se rend pas bien compte, enfin, le grand public se rend pas compte de ce que ça veut dire 3 degrés. Alors, plus 3 degrés à la fin du siècle sur la planète, ça veut dire plus 4 en Afrique, puisque l'Afrique aura systématiquement 1 degré de plus que la moyenne planétaire. Ça veut dire ensuite qu'on sera arrivé dans des zones où il y a une très forte non-linéarité de l'impact du réchauffement, ce qui fait qu'il est très difficile de décrire précisément les conséquences que ça peut avoir. Donc on est en train de travailler dessus à l'AFD. Donc moi ce que je peux vous dire là-dessus, c'est dresser un portrait qualitatif de ce à quoi peut ressembler la planète avec plus 3 degrés. Mais il est possible que le portrait que je dresse là, ce soit celui de plus 3,5, de plus 4. Personne n'en sait grand-chose aujourd'hui, malheureusement. Ça veut dire en tout cas certainement une augmentation du niveau de la mer drastique, probablement plus de mètres à la fin du siècle. Plus de mètres, ça veut dire que non seulement Venise est sous l'eau, mais New York est sous l'eau. Ça veut dire ensuite une fonte accélérée des glaciers à la fois sur l'Himalaya et les Andes, et donc très vraisemblablement un assèchement d'un certain nombre de fleuves majeurs, et donc des migrations considérables de millions de personnes, parce que un fleuve comme le Gange ou l'Indus ou le Yangtze-Kiang alimente l'agriculture de dizaines de millions de personnes. Donc ça veut dire des migrants climatiques par millions ou dizaines de millions. Ça veut dire ensuite une accélération de l'érosion des sols et très certainement, à partir de plus 3 degrés au moins, un effondrement de la fertilité d'un certain nombre de sols. Alors pas les sols de Sibérie qui eux vont devenir beaucoup plus fertiles, mais certainement de la zone tempérée dans laquelle nous vivons et a fortiori de la zone d'Afrique subsaharienne. Donc ça veut dire une équation à résoudre de plus en plus compliquée qui consiste à nourrir 9 milliards de personnes en 2050, vraisemblablement, avec des sols moins fertiles. Et dans un contexte où, très vraisemblablement aussi, nous aurons d'ici là atteint le pic d'extraction du phosphate. Et donc, nous n'aurons même plus l'adjuvant du phosphate pour booster l'agriculture mondiale. Voilà. Donc, c'est ça le portrait de la planète à la fin du siècle à plus 3 ou plus 4 degrés. Ça veut dire aussi, très certainement, une planète qui est largement hostile à la présence humaine sur des pans entiers des continents sur lesquels nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire aussi, c'est l'aspect positif, une Suède et une Sibérie et un Alaska qui seront beaucoup plus tempérés qu'ils ne le sont aujourd'hui, voilà, avec des problèmes massifs. Par exemple, vous avez tout un débat aujourd'hui sur la Sibérie. Est-ce qu'il faut laisser la forêt pousser sur la Sibérie? Aujourd'hui, vous avez de la toundra, mais avec le réchauffement, cette toundra pourrait devenir une forêt. Alors la forêt, en un sens, c'est une bonne chose parce que ça va absorber du CO2,
Mais en un autre sens, c'est une très mauvaise chose parce que ça réduit l'effet albédo, qui est l'effet de réflexion de la lumière. Et donc ça va accélérer le réchauffement. Et donc vous avez un certain nombre d'observateurs aujourd'hui qui disent on ferait mieux en réalité de mettre du bétail, par exemple en Sibérie, pour brouter l'herbe et empêcher la toundra de devenir une forêt et de manière à garder une prairie. Voilà. Tout ça se discute, mais vous voyez l'ampleur du défi que ça va nous poser. Et du coup, pour revenir à l'accord de Paris, on voit quand même que dans les faits, à l'échelle mondiale, la part des énergies fossiles reste à peu près à 80% et que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, et en Europe aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer, en quelques mots, autant d'inaction et de déni? Ça, c'est un véritable mystère. Et ça renvoie à la première question que vous m'avez posée sur ma position comme religieux. C'est-à-dire, il y a là quelque chose de désespérant du côté des scientifiques quand on voit l'inaction de la classe politique et d'une certaine manière, alors là, pour le coup, on pourrait parler d'obscurantisme de la part d'une partie des médias qui ne relaie pas la réalité catastrophique de ce que nous savons par ailleurs. Alors, comme le dit quelqu'un comme Jean-Pierre Dupuis, une bonne partie d'entre nous n'arrive pas à croire ce que nous savons. Ce qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une question d'acte de foi dans la manière dont nous comprenons l'avenir qui est devant nous. Alors, comment expliquer cette inertie-là? Il y a plein de facteurs, à mon avis, qui concourent à ceci. Il y a un premier facteur, à mon sens, qui est du côté de l'industrie. Le fait que ce que j'observe, c'est que beaucoup de capitaines d'industrie ont très bien compris la gravité du problème, mais se sentent incapables de faire grand-chose tant que le régulateur n'a pas mis fin à cette espèce de grande mascarade qu'on appelle la concurrence pure et parfaite entre les entreprises. C'est-à-dire, c'est très compliqué aujourd'hui pour une entreprise toute seule de faire des efforts et de basculer vers un modèle de production vert si ses concurrents ne le font pas. Parce que du coup, ces concurrents auront temporairement un avantage compétitif capable de tuer l'industrie vertueuse. Et donc, tant qu'on continue de régir les relations entre entreprises par de la concurrence, d'une certaine manière, il y aura une prime au vice, une prime à l'industrie brune. Ça, c'est un premier aspect. Du côté des banques, on a le même problème dans l'octroi de crédit vert versus crédit brun. Tant que le régulateur n'aura pas mis en place, par exemple, ce qu'on appelle un Green Supporting Factor, c'est-à-dire un bonus en termes d'exigence de capitaux, de fonds propres du côté des banques, pour les banques qui accordent des crédits verts, et un malus pour les banques qui accordent des crédits bruns, eh bien, ce sera très difficile pour une banque de décider de n'accorder que des crédits verts et de ce fait d'être, en l'état actuel des choses, moins compétitive que ses concurrentes qui continueraient d'accorder des crédits bruns. Donc là, il y a un énorme sujet qui est sortir de la mythologie de la concurrence, qui est un concept très très mal défini en économie, dont je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens en vérité, et de lui substituer la réalité qui est la nécessité impérative pour l'ensemble du secteur industriel sur la planète entière de transiter très très rapidement vers du vert, vers une vraie économie décarbonée. Ensuite, il y a un autre aspect dans la difficulté qui est une certaine forme de cynisme, je crois, plus ou moins avoué de la part de certaines élites qui se disent, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du Titanic, qui se disent, bon, c'est déjà trop tard pour modifier la trajectoire du paquebot, on va heurter la banquise, on l'a déjà en partie heurté, confère ce que je disais tout à l'heure sur la corne est de l'Afrique. Mais moi, je m'occupe de me préserver un accès aux canaux de sauvetage pour moi et ma famille. Et du coup, je ne m'occupe plus du reste du paquebot. Et pendant ce temps-là, je continue de faire la fête. Donc, de prendre l'avion toutes les semaines et de continuer à polluer dans un contexte où, comme vous le savez, c'est les 10% les plus riches de la planète qui émettent 50% des émissions, des gaz à effet de serre. Là, il y a un véritable cynisme de la part d'une élite qui se dit j'arriverai toujours à sécuriser l'accès à l'eau potable, à de l'oxygène propre, à de l'énergie, aux minerais, et je vais vivre dans un bunker, ce sera moins sympathique, mais au moins dans ce bunker j'aurai accès à tout. Et les autres à l'extérieur du bunker, eh bien ma foi, il faudra qu'ils apprennent à survivre dans un environnement très très dégradé. Que ce fantasme-là habite un certain nombre de consciences, ça me paraît très clair. Et évidemment, ça légitime pour ces consciences-là l'inaction, puisque au fond, c'est tellement plus sympathique de continuer à vivre tout à fait au-dessus de ses moyens, puisqu'en réalité, les 10% qui émettent 50% de gaz à effet de serre vivent au-dessus des moyens environnementaux qui sont les leurs, tout en se disant, quand ça ira mal, j'irai me cacher derrière un mur d'enceinte. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des pays comme le Nigeria, vous avez peut-être vu certains de ces villages
construit de toutes pièces par des multinationales, où les expatriés de ces multinationales vont vivre. Alors, à l'intérieur du village, vous avez une piscine, on nettoie les voitures avec de l'eau potable, vous avez un cinéma, une salle de concert, etc. Et à l'extérieur, les gens n'ont pas d'eau à boire. Voilà. Et entre les deux, vous avez des murs d'enceinte de 4-5 mètres, des miradors, des barbelés, des chiens, des policiers, des militaires français à la retraite qui aident à la sécurité. Et voilà. Et donc, en fait, ce schéma-là, cette bunkérisation des élites économiques et sociales, c'est un fantasme qui habite une partie de l'Occident et qui légitime, je crois, l'inaction pour une partie de ces gens-là. Ça me fait penser à Bruno Latour, l'idée que une partie des élites ont abandonné l'idée d'un monde commun. Oui, tout à fait, je crois que c'est vrai. Je ne sais pas s'ils n'ont jamais eu l'idée de ce monde commun, mais en tout cas, qu'ils y aient renoncé aujourd'hui devant l'ampleur de la tâche de la décarbonation de l'économie, malheureusement, je crois que c'est vrai. Oui. Et pourtant, on voit quand même qu'il y a à plein d'aspects, il y a une volonté de changement au niveau local, beaucoup, certainement certains chefs d'entreprise, des politiques, certainement. Pourtant, ça ne prend pas. Est-ce que la transition écologique est compatible avec la démocratie, la démocratie qu'on a? Alors, c'est une énorme question aussi. Alors, quand vous dites ça ne prend pas, je trouve que vous êtes un peu pessimiste. Hein, et comme vous le disiez vous-même, il y a plein d'initiatives sur le terrain qui se prennent, qui sont extraordinaires. Je voulais dire que ça ne fait pas. Alors, ça ne suffit pas. On n'est pas au bon braquet, en fait. Hein. Alors, là-dessus, il faut préciser une chose. Hein. À la fois, c'est indispensable qu'il y ait des initiatives qui soient prises sur le terrain, des changements dans les petits gestes du quotidien, le tri des déchets, évidemment, etc. Et ça ne suffit pas. Il faut aussi des processus beaucoup plus top-down, comme on dit en français, avec des puissances publiques qui s'impliquent dans ces affaires-là, parce que les coûts, les sommes en jeu pour financer les infrastructures vertes de demain sont considérables et jamais la société civile pourra assumer ça. Hein, le montant, en gros, c'est entre 50 000 et 90 000 milliards de dollars. C'est de l'ordre du PIB mondial. Le secteur privé, avec la meilleure volonté du monde, n'arrivera jamais à financer ça. Donc, il faut que la puissance publique se donne les moyens de financer cet effort considérable. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les deux. Alors, ensuite, vous disiez... je disais, est-ce qu'il faut... non, oui, la démocratie, une révolution, mais le lien avec la démocratie. Je ne suis pas sûr que ce soit compatible, que la transition écologique soit compatible avec la démocratie, j'espère bien. Donc au fond, vous voyez, il y a deux manières au moins de mettre en œuvre la transition écologique. Il y a la manière cynique qui est les élites vont se bunkériser, sécuriser l'accès aux ressources naturelles dont elles ont besoin et envoyer par-dessus bord la démocratie. Il y a une autre manière qui est, l'horizon participatif, avec une décentralisation de l'accès à l'énergie. Chacun aura son éolienne dans son jardin et produira lui-même de l'électricité pour ses propres besoins. Je caricature un peu, mais donc il y a ces deux visions-là. Ce qui fait qu'il n'est pas évident que ce soit la deuxième vision qui l'emporte, c'est que les coûts en capex, donc en investissement initial en capital, pour produire de l'énergie renouvelable, sont nettement supérieurs aux coûts de capex pour produire de l'énergie via des hydrocarbures fossiles. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris du grand public. En gros, les coûts de capex pour produire 1 kWh en hydrocarbures fossiles, c'est compris entre 10 et 15% du coût total du kilowattheure, tandis que pour les énergies renouvelables, c'est 50%. Et il est possible que ceci donne un pouvoir de négociation politique, sociale, économique considérable à ceux qui sont capables d'apporter les capitaux pour financer les infrastructures vertes. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a une option, malheureusement, qui est celle d'une économie verte, entièrement centralisée, hautement capitalistique, avec un pouvoir de la part de ceux qui détiennent les rentes, donc qui ont investi le capital initial et qui attendent le retour sur investissement, un pouvoir considérable. Vous voyez ? Donc c'est pas clair du tout que l'économie décarbonée de demain soit une économie telle que moi je l'espère, c'est-à-dire une économie décentralisée, où il y aura également une décentralisation de la prise de décision et quelque chose de l'ordre d'une démocratie participative. Voilà. Les deux sont possibles. Et est-ce que, selon vous, il est possible de concilier une empreinte écologique soutenable avec un indice de développement humain correct ? Alors, c'est une bonne question que vous me posez parce que, comme vous le savez, il y a une espèce de divorce entre les deux. Ce qu'on observe statistiquement, c'est que les pays qui ont un indice de développement supérieur à 0,8, qui est l'IDH aujourd'hui de la Russie,
ont quasiment tous une empreinte écologique supérieure à 1, et donc un mode de vie qui n'est pas durable. Et inversement, ceux qui ont une empreinte écologique inférieure à 1, donc qui ont un mode de vie durable, ont un indicateur de développement humain largement inférieur à 0,8, donc beaucoup moins sympathique que celui de la Russie. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu pour l'ensemble des pays, au nord comme au sud, qui est d'arriver à concilier les deux, c'est-à-dire d'avoir un IDH au moins égal à 0,8, disons un style de vie au moins aussi sympathique que celui de la Russie, et une empreinte écologique inférieure à 1. Aucun pays ne sait faire ça aujourd'hui, donc nous avons tous à apprendre d'une manière ou d'une autre, au sud comme au nord. Et par rapport à la question un petit peu taboue de la démographie, et de comment on va faire pour gérer cette croissance immense et une forme, essayer de rétablir une forme d'égalité aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la bombe démographique? Oui, je ne pense pas que ce soit une question taboue. En tout cas, il ne faut pas qu'elle le soit, ou qu'elle le devienne, ou qu'elle le reste, si jamais elle l'a été. Moi, je dirais la chose suivante. Le scénario médian des Nations Unies aujourd'hui en termes d'évolution démographique, qu'il faut prendre avec toutes les pincettes nécessaires, puisqu'en réalité, la démographie, on comprend très mal comment elle évolue. C'est donc c'est 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050, 11 milliards à la fin du siècle, si on n'a pas de grande catastrophe d'ici là. Et il n'est même pas certain que ce 11 milliards soit un plateau. C'est-à-dire que la population ne continue pas de croître après les 11 milliards. C'est évident que c'est énorme et que ça va compliquer considérablement la résolution de l'équation liée à la transition écologique. Voilà. Du coup, surgit naturellement la question de savoir si on ne ferait pas mieux de limiter les naissances dans les zones où on continue d'avoir beaucoup d'enfants. Alors, quand on pose la question en ces termes-là, on pense immédiatement à l'Afrique subsaharienne, puisque c'est la seule région au monde qui va continuer à avoir une poussée démographique forte dans les années qui viennent. Donc, vous connaissez les données du problème. C'est aujourd'hui, vous avez environ 1,2 milliard de personnes qui vivent en Afrique, et l'Afrique va probablement gagner 1 milliard de personnes supplémentaires dans les 30 ans qui viennent. Voilà. Question, ne ferait-on pas mieux d'infléchir la courbe démographique africaine? La réponse, c'est que, d'abord, premièrement, les États d'Afrique subsaharienne sont très conscients de cette difficulté. Il est faux de dire, comme je l'entends quelquefois, que les États eux-mêmes continueraient de vivre dans une espèce de fantasme selon lequel plus on est nombreux, plus on est fort. Qui est un fantasme qui nous habite tous, parce que quand même, compter son armée, ça a été depuis toujours le symbole de la puissance politique. Le grand péché du roi David, c'est d'avoir compté son armée, c'est pas d'avoir couché avec Bethsabée. Alors, reste que donc les États africains sont parfaitement conscients de la difficulté, mais que c'est pas du tout aussi facile qu'on pourrait le croire d'infléchir une courbe démographique. Alors, on a évidemment, tout le monde a en tête l'exemple chinois. Or, si la Chine a réussi à faire baisser le taux de fécondité des femmes chinoises à des taux qui sont effarants, qui sont beaucoup trop bas aujourd'hui, qui sont tels que la pyramide des âges chinoise devient extrêmement problématique, il n'est pas clair que ce soit essentiellement dû à la politique de l'enfant unique mise en œuvre en Chine dans une grande violence. Pourquoi? Parce que la Thaïlande a connu exactement la même évolution de son taux de fécondité sans aucune politique antinataliste. Aucune politique antinataliste. Donc il est très vraisemblable que ce qui a permis l'effondrement du taux de fécondité des femmes chinoises, ce soit beaucoup plus le fait que en moins de 40 ans, 800 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté en Chine. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Une fois que l'ensemble de la population est sortie de la pauvreté, le taux de fécondité baisse. Et lorsqu'une partie de la population retombe dans la pauvreté, le taux de fécondité augmente. Le fait que la transition démographique dans l'Afrique sahélienne ait ralenti, voire régressé, c'est en grande partie dû au plan d'ajustement structurel qui ont été imposés par le FMI avec le concours de la Banque mondiale dans les années 80 et qui ont contribué à détruire complètement une bonne partie des services publics sociaux qui étaient accordés par les États à l'époque dans ces pays. Ces services ayant disparu, une bonne partie des familles rurales maliennes, mauritaniennes, etc., se sont remises à avoir beaucoup d'enfants, parce qu'au fond, quand vous n'avez plus rien, les enfants, ce sont eux qui vous servent de sécurité sociale, d'assurance retraite, d'assurance chômage, etc. Voilà, donc ça c'est un premier point. C'est pas clair que les politiques antinatalistes réussissent à faire baisser la fécondité. Un contre-exemple, c'est l'Inde. L'Inde, en 1952, a mis en place une politique antinataliste extrêmement violente, avec une stérilisation forcée de plus de 8 millions de personnes, c'est quand même très impressionnant, et ça a complètement échoué. Ça n'a pas fait baisser le taux de fécondité des femmes indiennes. Parce que par ailleurs, elles sont restées dans une très grande pauvreté. Vous voyez ? Donc du coup, ceux qui se disent, et j'entends ça quelquefois à Paris, le jour où les femmes maliennes auront moins de 6 enfants par femme, eh bien j'arrêterai de conduire en 4x4, ces gens-là sont dans une extrême mauvaise foi,
Parce que si les femmes maliennes en ont 6 aujourd'hui, c'est parce que nous leur avons imposé des plans d'ajustement structurel assassins qui ont détruit les services sociaux dont elles disposaient. Ensuite, c'est pas elles qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Hein. La contribution de l'Afrique aux émissions de gaz à effet de serre, c'est 4%. La France, c'est 1%. Donc, c'est pas parce que les femmes maliennes aujourd'hui ont 6 enfants que elles vont émettre considérablement beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et puis, troisièmement, quand bien même on voudrait vraiment sérieusement infléchir la courbe démographique africaine, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'on ne le croit. En fait, ça suppose d'avoir résolu le problème de la pauvreté fondamentalement. Et du coup, je fais une transition sur le rôle des femmes dans cette transition écologique. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je crois que ce rôle est absolument majeur. D'abord, puisqu'on vient d'en parler sur la question de la démographie, il y a quand même un adjuvant assez clair qui est l'éducation des jeunes filles. Voilà, ça c'est certain, c'est nécessaire. Il n'est pas clair que ce soit suffisant, mais c'est absolument nécessaire. Donc, l'éducation des jeunes filles est fondamentale en Afrique comme partout. Pas uniquement en Afrique, dans un contexte où, comme vous le savez sûrement, en Occident, aujourd'hui, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes en moyenne sont plus éduquées que les hommes, tandis que dans le reste de l'humanité, l'échec scolaire pour l'éducation primaire est massif. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 80% des enfants qui sont scolarisés dans le primaire, dans le monde, mais une bonne partie de ceux qui sont scolarisés n'apprennent rien à l'école primaire, ou pas grand-chose, et ressortent à l'âge où ils devraient entrer, où ils devraient commencer leurs études secondaires, en ne maîtrisant pas les bases du calcul et de la lecture et de l'écriture. Et donc en n'ayant pas acquis les fondamentaux de l'éducation primaire. Donc dans ce contexte-là, c'est clair que l'éducation des jeunes filles est absolument fondamentale, décisive. Après, il y a un autre rôle à jouer qui est une conversion de notre rapport à la nature, à ce qu'on appelle la nature à tort, comme si c'était une espèce d'objet inerte extérieur. Voilà, donc vous connaissez toutes les thèses de Philippe Descola sur le naturalisme occidental. Je crois, c'est mon expérience en tout cas, que les femmes, peut-être parce qu'elles ont un rapport corporel beaucoup plus fort à l'acte de donner la vie, tandis que les hommes, physiologiquement, sont dans la distance, voilà, qu'ils le veuillent ou non, les femmes ont un rapport beaucoup plus sain, SAIN et SAINT, à l'environnement écosystémique qui est le nôtre, et donc à la nature avec 2 guillemets. Et donc elles sont beaucoup plus aptes, à mon avis, à faire entendre aux hommes qu'ils ont à changer complètement le rapport qu'ils ont à l'environnement. De passer d'un rapport de domination à d'un rapport de domination, de violence, d'instrumentalisation à un rapport de coexistence familière et de partage. Voilà. Quand on regarde vos travaux et ceux d'autres comme Jean-Marc Jancovici, on comprend que l'énergie est le facteur premier de la croissance, et pourtant c'est un non-sujet pour beaucoup d'économistes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à intégrer que l'énergie et les ressources naturelles doivent figurer dans les modèles économiques? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Il y a un certain nombre de raisons techniques qui sont que la construction analytique de ce qu'on appelle l'économie néoclassique, hein, qui est l'économie dominante aujourd'hui, cette construction-là est très très largement incompatible avec la prise en compte sérieusement des ressources naturelles. Cette économie-là présuppose que l'essentiel de ce qui contribue à la croissance, c'est le capital et le travail, et que on peut mesurer leur contribution à la croissance par leur part dans le PIB. Voilà. En fait, tout ce que je viens de dire là est faux. Mais si on déconstruit ça, alors on déconstruit l'essentiel de l'économie néoclassique. On déconstruit la théorie du ruissellement, on déconstruit les plans d'ajustement structurel, on déconstruit le libre-échange, etc. Et donc il reste plus grand-chose de l'économie néoclassique. Donc d'une certaine manière, beaucoup d'économistes sont accrochés, disons, à l'idéologie de l'économie néoclassique et s'estiment incapables, à tort évidemment à mon avis, de changer complètement de paradigme et de réécrire une économie un peu plus réaliste, dans laquelle, évidemment, les services écosystémiques dont nous bénéficions, les ressources minières et énergétiques que nous extrayons du sous-sol, jouent un rôle fondamental. Voilà. Et donc, du coup, il faudrait créer de nouveaux indicateurs de richesse, entre guillemets, ou de succès. Oui, il faut créer de nouveaux indicateurs. Le PIB est un très très mauvais indicateur de quoi que ce soit, en fait. Donc, il faut évidemment réussir à lui substituer un indicateur qui mesure la pression anthropique exercée sur les écosystèmes, mais il faut aussi réviser complètement le cadre analytique dans lequel nous sommes. Hein. Alors, quelques exemples. Lorsque l'Arabie Saoudite vend du pétrole, aujourd'hui, on mesure ceci comme un revenu supplémentaire qui vient s'ajouter au PIB du pays. Mais une fois que vous avez compris que le pétrole est non renouvelable, en fait, c'est du capital naturel. Et donc, lorsque l'Arabie Saoudite vend du pétrole, elle perd du capital naturel. Donc, le seul moyen pour elle de ne pas enregistrer ceci comme une perte,
en capital, ce serait qu'elle investisse l'argent qu'elle reçoit en échange du pétrole qu'elle a vendu dans la production d'une énergie renouvelable de substitution au pétrole qui, à maturité, permettrait de rendre exactement les mêmes services que le pétrole qu'elle a perdu. Dans ce cas-là, l'opération serait neutre, comptablement. Aujourd'hui, on compte cette opération comme un gain alors que c'est une perte. Donc, vous voyez qu'il y a une révision drastique, en fait, de la comptabilité nationale qu'il faut mettre en œuvre. Et ensuite, il faut réviser le cadre analytique parce que si vous voyez que l'économie dépend très très fortement de notre environnement écosystémique, alors elle ne peut pas ne pas vérifier les 2 premières lois de la thermodynamique, par exemple, alors que tous les modèles néoclassiques aujourd'hui violent allègrement ces 2 lois, ce qui est probablement responsable du fait que une bonne partie de ce que nous racontons, nous, les économistes, à propos de l'impact du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, fait tomber de leur chaise les physiciens. Quand les physiciens entendent des économistes dire plus 6 degrés à la fin du siècle sur la planète, c'est une perte de 10% du PIB réel mondial, évidemment, ils tombent de leur chaise en se demandant mais où ces économistes vivent-ils? Plus 6 degrés, c'est l'apocalypse sur Terre, sur cette planète. Bon. Alors, probablement que l'une des raisons pour lesquelles nous arrivons à raconter autant de bêtises, nous les économistes, c'est parce que nous avons des modèles qui n'ont pas grand-chose à voir avec le monde réel, dans lesquels il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière, il n'y a que des dollars ou des unités monétaires qui permettent de mesurer à la fois du capital et du travail. Voilà. Ça, c'est une économie en fait vue d'un point de vue fiscaliste, c'est-à-dire quelle est la masse monétaire sur laquelle je peux puiser des impôts. Voilà. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde réel. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Est-ce qu'il faut un choc terrible? Oui, je suis persuadé qu'on va finir par jeter tout ça à la poubelle. Comment est-ce qu'on le fera? C'est compliqué. Ça, c'est de la sociologie du monde académique. On aura certainement une autre grande crise financière, aussi redoutable que celle de 2008, qui probablement permettra d'achever de jeter à la poubelle un certain nombre de modèles complètement faux avec lesquels nous continuons de travailler. Aujourd'hui, une partie du monde académique est en train d'abandonner les modèles qu'on appelle DSGE, qui sont les modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général, en anglais. Donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, a abandonné son modèle DSGE. Je pense qu'il y a 4-5 ans, personne ne pouvait imaginer qu'elle renonce à ce fétiche-là. Je crois que c'est un signe très positif parce que ces modèles DSGE sont incapables de rendre compte de la crise financière de 2008 et de la stagnation que nous avons connue entre 2008 et aujourd'hui, voilà, et de l'impact notamment des dettes privées sur la pente déflationniste dans laquelle nous glissons. Voilà. J'espère que à la faveur de la prochaine crise financière, qui ne manquera pas d'arriver un jour, des troubles et des complications économiques que vont nous poser la raréfaction relative du pétrole puis d'un certain nombre d'autres ressources, le monde académique va petit à petit abandonner les modèles complètement faux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui pour leur substituer des modèles plus réalistes. Et est-ce qu'on peut quand même continuer à parler de crise? Parce que ça sous-entend qu'avec le mot crise, il y a toujours un retour à une forme de normale. Est-ce qu'on ne va pas fatalement sortir d'une économie de la croissance, puisque les énergies, voilà. Alors je ne sais pas, honnêtement, c'est une bonne question. Et en fait, d'une certaine manière, ça m'est un peu égal, je vous avoue, parce que, comme on se le disait tout à l'heure il y a 5 minutes, le PIB est un très mauvais indicateur. Donc le PIB va peut-être continuer d'augmenter pour des mauvaises raisons, il va peut-être baisser pour des mauvaises raisons aussi, ou pour des bonnes, je ne sais pas, peu importe, mais d'une certaine manière, c'est plus tellement le sujet, vous voyez. L'énorme question, c'est comment va-t-on réussir à nourrir tout le monde, comment va-t-on réussir à apporter de l'eau potable à tout le monde. La Tunisie aujourd'hui est en stress hydrique toute l'année. Donc la question qui se pose pour les Tunisiens aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que tout le monde continue d'avoir accès à l'eau potable dans des conditions raisonnables dans les années qui viennent en Tunisie. Même question pour la Bolivie, dès aujourd'hui. Et donc, et l'Afrique du Sud, puisque comme vous le savez, effectivement, le Cape Town attend avec angoisse de connaître le jour zéro, peut-être l'été prochain, c'est le jour où il n'y aura plus du tout d'eau potable disponible pour les habitants de Cape Town. Donc vous voyez que, et là en fait, le jour où on en arrive là, la question de savoir si le PIB continue d'augmenter ou pas, d'une certaine manière, est devenue non pertinente. C'est plus le sujet. Je vous donne un autre exemple qui est l'épisode Ebola en Guinée-Conakry. En 2015, comme vous le savez, la Guinée était ravagée par Ebola. Pour avoir moi-même été en Guinée à la toute fin de l'épisode Ebola et avoir vu les témoignages des villages autour de Nzélé-Kolé où il y a eu le foyer de l'épidémie, c'est évident que la totalité de la société guinéenne a été entièrement désarticulée par Ebola. C'est-à-dire que les gens ne sortaient plus de leur village, il n'y avait plus de commerce, il n'y avait plus de transport, etc. Et apparemment, le PIB est resté constant. Alors, c'est dû au fait que ce PIB a été calculé au doigt mouillé.
Hein, que, en fait, le PIB un peu sérieux de la Guinée, on est en train de calculer aujourd'hui celui de 2013. Bon. Donc celui de 2015 a été vraiment calculé avec l'âge du capitaine. Mais d'une certaine manière, le fait même qu'on en soit là, qu'on trafique le calcul du PIB de telle sorte qu'on mette un PIB complètement fictif dans un pays qui s'est effondré littéralement à cause d'Ebola, signifie bien que ça n'a plus aucune importance. Hein. Le PIB est une espèce de fétiche qu'on utilise pour faire avaler l'idée qu'il faut absolument, par exemple, faire de l'austérité parce qu'il faut que le PIB continue d'augmenter, etc. Mais dans la réalité économique de ce que nous vivons, le calcul du PIB n'a plus tellement d'importance pour toute une série de pays qui sont déjà passés à autre chose. Et pour revenir à la crise financière, quelles mesures ont été prises après 2008 et quelle a été l'efficacité ou l'inefficacité? Il y a eu très peu de mesures, à mon sens, qui ont été prises de manière efficace. En Europe, on a mis en place ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne, qui est censée protéger les contribuables européens en cas de nouvelle crise financière. J'ai rendu un rapport en 2015 au Parlement européen qui montre que si on avait une crise dans les années qui viennent, donc un krach financier de même amplitude que celui de 2008, l'Union bancaire européenne serait bien incapable de venir au secours de des banques en faillite. D'abord, nous aurions de nouveau un grand nombre de banques européennes qui seraient en faillite, nécessairement, hein, puisque en gros, elles ont des ratios de fonds propres, si j'enlève tout ce qui concerne le calcul du risque associé, mais des ratios de fonds propres bruts de 3% maximum, alors qu'en 2008, il y a des banques qui ont connu des pertes d'actifs de 10-11%. Donc, si on avait quelque chose de même amplitude dans les années qui viennent, un grand nombre de banques seraient de nouveau en faillite, l'Union bancaire serait incapable de leur venir en aide, même à partir de 2023, qui est la date à partir de laquelle l'Union bancaire européenne marchera à plein régime, on devrait avoir un fonds de résolution des banques, hein, qui est un fonds de sauvetage des banques, dans lequel, au bas mot, il y aura quelque chose comme 50 milliards d'euros. Ce qui est ridicule. Si vous pensez à BNP Paribas, la taille du bilan de BNP Paribas, c'est supérieur à 1500 milliards d'euros. Donc avec 50 milliards, je vois pas très bien où on peut aller. C'est juste un gobelet d'eau tiède pour éteindre les cendres de l'incendie. Hein. Donc nécessairement, le contribuable sera mis à contribution. Et d'ailleurs, la meilleure illustration de ceci, c'est que Monte dei Paschi, qui était la troisième banque italienne, la plus ancienne banque du monde, a fait faillite en Noël 2016. Et l'Union bancaire européenne n'a pas déboursé 1 euro, ni même 1 centime, pour venir au secours de Monte dei Paschi. Donc ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas aujourd'hui, pour des tas de raisons, peut-être liées à la corruption des dirigeants de Monte dei Paschi, puisque l'un d'entre eux a été assassiné dans des conditions extrêmement obscures. Bon. Mais il reste que ça n'a pas fonctionné, et que c'est le contribuable italien aujourd'hui qui paiera la note de la faillite de Monte dei Paschi. Donc, de mon point de vue, l'Union bancaire européenne ne suffit pas du tout. Alors, une autre mesure qui a été prise dans un certain nombre de pays, y compris la France, c'est une séparation partielle entre banque de dépôt et de crédit d'un côté, la banque que vous connaissez au coin de la rue, et puis la banque d'affaires sur les marchés financiers. La loi Moscovici-Berger de 2013, de mon point de vue, est très insuffisante. Il faut aller beaucoup plus loin. Il y avait une proposition qui a été faite à travers le rapport Liikanen. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'on mette en œuvre le rapport Liikanen. En gros, c'est ce qu'avait proposé le commissaire européen Michel Barnier. Sa proposition n'a pas été retenue, malheureusement. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le cantonnement des activités de marché des banques qui sont dangereuses, qui sont risquées, qui contribuent peu, au fond, à la création de valeur économique dans une économie, par rapport aux activités bancaires traditionnelles de crédit et de dépôt qui, elles, sont fondamentales pour l'économie réelle. Et quel genre de collusion il y a entre le milieu de la finance publique et le milieu des banques? Il y a une collusion forte, si vous me posez la question, si vous connaissez déjà la réponse. Il y a une endogamie très forte, puisque ce sont les mêmes individus qui passent de l'une à l'autre aujourd'hui. Hein. Vous avez tel directeur général du Trésor qui va travailler dans un fonds spéculatif chinois en expliquant qu'il va travailler pour l'intérêt général. Vous avez tel commissaire européen qui lui-même prend sa retraite en allant travailler dans un hedge fund, dans un fonds spéculatif. Bon. Donc en réalité, vous avez une endogamie très très forte, ce qui est très problématique puisque ça veut dire qu'une bonne partie de ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités dans les finances publiques raisonnent comme si la France pouvait se gérer ou un pays pouvait se gérer comme une banque privée, ce qui n'est pas le cas. Hein. Il y a une vraie différence entre la poursuite de l'intérêt particulier d'une institution bancaire, ce qui est légitime, et puis la poursuite de l'intérêt général via notamment la création monétaire d'une banque centrale. Je voudrais lire un petit extrait de votre livre Illusion financière où vous citez un de vos interlocuteurs fin 2011, un passage qui m'a
interpellé. Alors, il dit « Jamais, entendez-vous, les banques n'ont aussi bien travaillé qu'aujourd'hui. Par pitié, n'essayez pas de faire notre métier à notre place, vous feriez des catastrophes. » En revanche, la France a un sérieux problème de dette publique. Normal, elle vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Pourtant, la solution est simple, elle tient en 3 points. Primo, vous réduisez de 20% les salaires de tous les fonctionnaires. Secundo, vous désindexez les retraites de l'inflation. Tertio, vous supprimez l'essentiel des remboursements maladie, en ne maintenant que ceux qui sont indispensables à la dignité. C'est un discours qui semble bien représenter la doxa d'une grande partie des économistes et qui explique l'efficacité des marchés par une forme de sélection sociale des plus forts. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ou vous entendez ce genre de discours? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me plonge dans une espèce de... Enfin, ça me laisse complètement navré par le... Et je m'interroge sur la sincérité de la personne qui tient ces discours. Est-ce qu'elle y croit vraiment? Est-ce qu'elle est à ce degré d'aveuglement? Bon. Alors, après, vous avez dit il y a un instant, c'est la doxa à laquelle souscrivent beaucoup d'économistes. Je suis pas sûr quand même. Pas sûr que que même une majorité d'économistes souscriraient à des propos aussi caricaturaux. Voilà, alors c'est vrai. Alors maintenant, si on tempère un tout petit peu le propos et on dit voilà, moins de services publics, moins de dépenses publiques, plus d'austérité budgétaire, là effectivement vous allez rallier. Oui, cette personne-là est un peu extrême, mais enfin bon, elle a vraiment existé. Elle est venue expliquer ça dans un de mes cours devant mes étudiants parce qu'ils avaient droit à la vérité, estimait-il. Donc j'ai été bon prince. Je l'ai laissé exprimer son point de vue. Voilà. Ce qui est dramatique, c'est que c'est effectivement des idées qui circulent aussi bien du côté de certains représentants de la finance publique que de la finance privée. Ce qui est dramatique aussi, c'est qu'une bonne partie des économistes, quand même, sont à la peine pour montrer que ça ne tient pas la route une seconde et que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on a absolument besoin de revaloriser la dépense publique, une dépense publique intelligente, évidemment. On a besoin de mieux d'État, non pas de moins d'État, mais de mieux d'État. Que pour ça, par exemple, il faut mettre fin au scandale des paradis fiscaux, qu'il faut mettre fin au scandale des prix de transfert pour dégager des nouvelles marges de manœuvre budgétaires de manière que l'État puisse remplir ses fonctions. Parce que s'il ne le fait pas, et on peut prendre l'exemple de la SNCF aujourd'hui, si la SNCF est en déficit depuis tant d'années, au point d'avoir accumulé une dette de 50 milliards d'euros, c'est pas parce que elle aurait été gérée en dépit du bon sens. Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu d'énormes erreurs de gestion à la SNCF. Pour connaître moi-même un certain nombre de ses dirigeants, mais en revanche, vous avez besoin chaque année d'entretenir les voies sur lesquelles circulent les trains, simplement pour garantir la sécurité des passagers. Ça coûte très cher. Et ça, c'est ça qui fait perdre quelque chose comme 1,5 milliard chaque année à la SNCF. Question, comment se fait-il que ce ne soit pas l'État qui prenne en charge ces dépenses, puisque finalement la mobilité et la sécurité dans la mobilité, ça fait partie d'un bien public dont l'État a la responsabilité. L'État entretient aujourd'hui les routes sur lesquelles nous roulons en voiture. Personne ne trouve anormal de payer des impôts pour que les routes soient entretenues. Je ne vois pas très bien pourquoi on trouverait anormal de payer des impôts pour entretenir les voies ferrées. D'autant que la transition énergétique et la décarbonation de notre économie nécessitent impérativement d'abandonner une bonne partie de nos voitures, pas simplement de passer à la voiture électrique, mais d'abandonner tout simplement la voiture et de revaloriser le réseau ferré, de faire du fret ferroviaire, de transporter beaucoup plus de marchandises en train davantage qu'en camion, et de prendre beaucoup plus souvent le train que l'avion. Donc si on veut vraiment remplacer l'avion par le train en Europe, il faut impérativement continuer à développer des lignes de TGV. Il faut qu'il y ait une ligne de TGV dans le sud de la France qui permette de relier Bordeaux à Nice très rapidement. Vous voyez, c'est la seule condition à laquelle nous arriverons à nous convaincre mutuellement d'arrêter de prendre l'avion pour faire des voyages continentaux. Donc, vous voyez, alors ça c'est un exemple de situation dans laquelle je trouve que le débat tel qu'il est organisé par les médias aujourd'hui autour de la grève de la SNCF et de l'enjeu de la réforme de la SNCF est très mal placé. La vérité, c'est qu'on a absolument besoin d'investissements publics massifs dans le train, parce que le train, c'est la mobilité verte de demain. En quoi vous avez espoir pour les temps qui viennent Moi, j'ai espoir dans la capacité de conversion de l'humanité. Je vous donne un exemple. La génération de mes parents ne prenait quasiment jamais de douche et prenait toujours des bains. Aujourd'hui, votre génération ou la mienne ne prend quasiment plus de bains que les douches.
La douche, c'est beaucoup plus hygiénique, c'est beaucoup plus économe en eau, etc. Et personne ne nous a dit, Français, à partir de demain, vous arrêterez de prendre des bains. Donc ça veut dire qu'en une génération, on est capable, sur un geste aussi important et aussi lié à l'intimité corporelle personnelle que l'hygiène du corps, on est capable de faire des progrès considérables. Donc ce qu'on a été capable de faire pour l'hygiène du bain, je suis sûr qu'on est capable de le faire pour beaucoup de choses. Donc moi j'ai tout à fait confiance. Après, c'est sûr que les médiations longues qui vont permettre à la classe politique, et en particulier à l'élite économique qui la contrôle en grande partie, de se convaincre de ne pas opter pour le scénario de la bancarisation, ça va être bien compliqué, et j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience suffisamment tôt d'une partie des élites qu'un monde bunkérisé sera certainement très, 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 très désagréable, y compris pour ceux qui vivront à l'intérieur du bunker. Oui. Et qu'il vaut vraiment mieux essayer de mettre en œuvre une transition écologique participative où tout le monde est impliqué et où on ne va pas se protéger derrière des murs d'enceinte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Gaël Giraud pour cet entretien. Je vous encourage à consulter ses travaux et à regarder ses conférences en ligne qui sont toutes passionnantes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. Je vous donne rendez-vous sur le site présage.fr pour vous abonner, recevoir la newsletter, en découvrir plus sur les invités et approfondir les différents sujets abordés. À très vite!